À 4h15, heure locale, la mer Noire tremblait sous le rugissement des moteurs. Un croiseur russe de classe Slava, armé de missiles anti-navires à longue portée, s'était mis en position d'attaque. Sa mission était claire, menacer les convois de l'OTAN qui s'approchaient des côtes roumaines. Ce que l'équipage russe ignorait, c'est qu'un groupe d'attaque ukrainien était déjà en mouvement. 9 drones, rapides, petits et presque invisibles au radar, convergeaient depuis 3 directions différentes. L'unité d'avant-garde, un spectre modifié, frôlait les vagues à peine 15 mètres d'altitude. Les capteurs thermiques russes clignotaient, mais ne parvenaient pas à verrouiller la cible. L'air nocturne restait silencieux jusqu'à ce qu'une rafale de balles traçantes traverse le ciel, guidée seulement par le son. Le spectre vira brusquement à gauche, moteur hurlant, volant si bas que son ombre se confondait avec la surface de l'eau. Dans le fourgon de commandement, à plusieurs kilomètres de là, les opérateurs luttaient contre la statique et les interférences. Les brouilleurs russes inondaient le spectre de parasites de haute intensité. Pendant 45 secondes terrifiantes, le drone vola à l'aveugle, guidé uniquement par ses systèmes inertiels. Puis, soudainement, le signal vidéo revint. La silhouette du croiseur se dressait à l'horizon. Ses radars tournaient déjà, cherchant à le repérer. 3 drones Viper montèrent en altitude, avec pour mission de saturer les radars de signature des fantômes. Leurs charges de guerre électroniques s'activèrent, envoyant de faux échos sur les écrans russes. Pendant quelques précieuses secondes, les opérateurs du croiseur hésitèrent, incapables de distinguer les cibles réelles des leurs. Cette hésitation fut tout ce qu'il fallut au drone Bobcat. 4 Bobcats avancèrent, chacun équipé d'une ogive de 40 kg. Plus lents et plus lourds que les spectres, ils étaient néanmoins mortels s'ils atteignaient leur cible. Les canons automatiques russes ouvrirent le feu. La nuit explosa de tonnerre. Un Bobcat disparut dans une boule de feu, puis un autre. Mais 2 continuèrent, esquivant et zigzagant entre les traçantes. Puis survint l'inattendu. Le croiseur russe déploya son arme secrète, des missiles anti-drones à courte portée, compacts mais meurtriers. 12 roquettes s'arquèrent dans le ciel, chacune équipée d'une charge à fragmentation optimisée pour détruire les petits UAV. En quelques secondes, 2 drones ukrainiens supplémentaires furent pulvérisés. Mais l'attaque n'était pas terminée. Le dernier spectre était resté bas, silencieux, caché dans l'ombre du radar. Il sortit de sa couverture à seulement 3 km, accélérant à pleine puissance. Les opérateurs n'avaient qu'une seule chance. Guidé par verrouillage optique plutôt que par GPS, le drone plongea droit sur le pont du croiseur. Le signal se coupa à l'impact, remplacé par de la statique et du feu. Lorsque la fumée se dissipa, les lanceurs de missiles du croiseur étaient inutilisables, 2 tourelles détruites et le radar aveuglé. Sur les 9 drones, seuls 3 survécurent. Mais la mission était un succès. Le navire russe était neutralisé, incapable de menacer les eaux de l'OTAN. Pour l'Ukraine, c'était la preuve que l'ingéniosité et la persévérance pouvaient blesser même les géants des mers. Pour la Russie, un rappel de plus que le nombre et la taille ne signifie rien quand on perd la surprise et la précision. Le centre d'information de combat de la corvette sombra dans le chaos. Les opérateurs criaient des rapports de distance contradictoires, tandis que les écrans se remplissaient d'échos statiques. Le commandant du navire ordonna d'activer les systèmes d'armes rapprochées, les mitrailleuses Gatling AK-630. Chacune pouvait cracher 5000 projectiles par minute, capables de déchiqueter tout ce qui se trouvait dans un rayon de 3 km. Mais contre l'essaim, c'était comme tenter d'écraser des guêpes avec un tuyau d'arrosage. Le premier drone Bobber avança en rase-motte au-dessus de l'eau, son reflet se confondant avec les vagues du matin. Le radar du navire le suivit moins d'1 seconde avant de le perdre. Le tireur se fia à la visée optique, mais l'éclat du soleil levant aveuglait les capteurs. Quand les balles traçantes atteignirent l'horizon, le drone s'était déjà glissé sous la ligne de tir. Pendant ce temps, le second Bobber décrivait un large virage, approchant par le flanc tribord. Il volait à peine à 8 mètres au-dessus de la surface, profitant de l'ombre radar créée par la propre superstructure du navire.
L'opérateur calcula l'attaque avec précision. Lorsque le canon de bâbord ouvrit le feu sur la première cible, son angle ne permit pas de couvrir la seconde à temps. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. À l'intérieur du centre de combat, les alarmes hurlaient. Les tubes lance-missiles étaient encore armés, mais inutiles sans guidage radar. Le système de guerre électronique du navire tenta d'interférer avec les drones, saturant le spectre de bruit blanc. Mais les Ukrainiens avaient programmé des algorithmes de saut de fréquence, modifiant les canaux de commande des milliers de fois par seconde. Les brouilleurs rugissaient dans le vide, sans aucun effet. Le premier bobber s'écrasa contre la coque juste sous la ligne de flottaison. Sa charge creuse perça le blindage d'acier, inondant la salle des machines instantanément. L'énergie fut coupée à mi-navire. Les lumières clignotèrent avant de plonger dans l'obscurité. Le second bobber frappa quelques secondes plus tard, plongeant droit sur le pont arrière des systèmes d'armes. L'explosion fit éclater les soutes à munitions et les détonations secondaires balayèrent les compartiments comme un tonnerre en chaîne. Flammes et fumées s'élevèrent vers le ciel, tandis que les marins luttaient désespérément contre le feu. Mais il était déjà trop tard. Privé de radar et frappé par 2 impacts directs, le fier navire commença à gîter sur bâbord. L'eau s'engouffrait plus vite que les pompes ne pouvaient l'expulser. En à peine 20 minutes, la corvette russe qui se préparait à lancer des missiles contre les villes ukrainiennes sombrait sous les vagues. Sur les débris, il ne restait que des fragments de drones, preuve qu'une attaque asymétrique, planifiée avec précision et désespoir, venait de changer l'équilibre du pouvoir en mer d'Azov. Les capteurs du patrouilleur émirent une alerte glaciale que personne ne voulait entendre. De petites étincelles sur le radar, à 3 mètres d'altitude, plus légères qu'un être humain, dansaient à la limite de la détection, indiscernable du tumulte constant de la mer. Le processeur attendait une physique stable. Il reçut le chaos. Les filtres Doppler se brouillèrent à mesure que l'essaim variait sa vitesse entre 70 et 120 nœuds. L'algorithme de suppression du clutter, conçu pour ignorer le bruit marin, dévora les drones avec une avidité maladive. À chaque balayage, les échos disparaissaient, étaient déclarés faux, puis réapparaissaient comme s'ils avaient honte. Le CITWS s'anima dans un cri métallique. Les doubles canons de 30 mm hurlèrent, les systèmes d'alimentation crachant douille et obus. La suite de contrôle de tir tenta de concilier prédiction et chaos, lisser les trajectoires, anticiper où serait le métal au souffle suivant. Mais les cibles réécrivaient leur vecteur trop souvent. Chaque calcul de visée devenait obsolète avant même que le canon n'ait pu pivoter. C'était comme essayer de prévoir où se posera un colibri en moyennant les vents. Le rideau de paillettes radar, chaff, éclata comme une pluie de confettis. Des centaines de bandes d'aluminium, conçues pour tromper les radars en bandes centimétriques, illuminèrent les écrans, se transformant en une constellation de fantômes. Pour la défense antimissile, le ciel devint une maison de miroirs d'écho. Pour les opérateurs, à des dizaines de kilomètres, l'éclat métallique n'était qu'un ornement, une gêne qui ne rompait pas leur ligne de visée. Ils observaient, patients. La guerre électronique tenta ensuite une approche globale. Une nappe de bruit couvrant les bandes, âge F jusqu'au millimétrique. En théorie, 200 watts balayaient le spectre. En pratique, le lien de contrôle plia sans rompre. Les assaillants routaient la vidéo à travers des connexions résistantes, changeant de canal et compressant les images pour atténuer la morsure du brouillage. La résolution tomba, la latence augmenta, mais la conscience situationnelle humaine, tenace et adaptable, endura la dégradation. Le capitaine ordonna des manœuvres brutales, des virages en S lancés comme une prière de marin. L'inertie le trahit. Une coque de 950 tonnes ne pivote pas au rythme d'une micro-aéronef. Le rayon de giration du navire acheta des secondes. Les drones gagnèrent des millisecondes. Un pilote chronométra le bref moment de stabilité entre 2 corrections de cap et se lança. À 500 mètres, l'écran se remplit de métal et de mâture. Les tubes automatiques ne pouvaient s'incliner suffisamment. Leur limite d'abaissement laissait une bande vulnérable juste sous l'arche radar.
les artilleurs de pont se dressèrent et tirèrent des rafales de PKM, les traçantes poursuivant le drone dans une chasse inutile. Le petit appareil passa en un souffle, trop rapide pour le réflexe humain, trop agile pour une arme navale conçue contre des missiles plus gros et plus lents. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Sous le ventre du drone, une charge creuse attendait, prête, petite, précise, conçue pour déchirer l'électronique plutôt que la coque. La passerelle devint une horloge comptant à rebours vers le blackout. Les procédures de lancement d'urgence affichèrent leur vérification et commencèrent à s'activer, mais les missiles exigeaient alignement et temps, luxe mesuré en minutes. Dehors, l'essaim compressait l'échéance. Les défenses du patrouilleur avaient des protocoles pour de nombreuses menaces, mais pas pour celle-ci. 1 million de micro-décisions frappant plus vite qu'aucun système ne pouvait les comptabiliser. Le premier assaillant percuta comme une vérité soudaine. Il s'écrasa contre le mât, et en un instant, les sens du navire moururent, les radars clignotèrent, les liaisons de données se turent, et les lignes temporelles qui maintenaient la cohérence des défenses se désagrégèrent. La passerelle se transforma en théâtre de regards incrédules. Privés de guidage, les missiles de la corvette étaient devenus aveugles, dissuasion coûteuse réduite à de lourds marteaux silencieux. Le second appareil entra en diagonale, bas et précis, le pilote visant la couture où vulnérabilité et opportunité se rejoignaient. Une jonction étroite derrière une plaque légère et des accès de maintenance. À 100 mètres, l'opérateur affina ses commandes. Comptant la dérive du navire, sa gîte due à la manœuvre précédente, les petites oscillations qu'aucune simulation ne capture entièrement. La précision ici relevait de la chirurgie. Une erreur ne donnerait que de la fumée. Un impact parfait promettait une conflagration. Le choc fut bref et terrible. Une charge compacte détonna, son explosion focalisant l'énergie en un jet blanc et incandescent qui perça la plaque comme du papier. À l'intérieur, des éléments conçus pour être ordonnés, cellules de missiles, dispositifs de manutention, pompes et câblages, se transformèrent en un chaos de lignes éclatées et de circuits à nu. Le fluide hydraulique jaillit là où il ne devait pas, s'enflammant en incendies instantanés et rampants. Les réfrigérants et les carburants s'échappèrent, répandant des fumées corrosives et asphyxiantes. Le plus dangereux fut que les verrous de sécurité furent endommagés dans le même battement. Des armes conçues pour rester obscures et inertes se retrouvèrent exposées à des conditions hors de tout contrôle. Les dégâts se propagèrent plus vite que le commandement ne put réagir. L'alimentation clignota. Certains tableaux de commutation furent dyno-carbonisés. Les systèmes de missiles perdirent leur coordination. Les soutes à munitions, déjà perforées par la chaleur et les éclats, commencèrent à brûler en éruptions isolées. Le navire ne s'effondra pas, il boita. Les marins entreprirent le contrôle des dommages avec des gestes à la fois pratiques et frénétiques. Tuyaux, couvertures, mains, et la peau du bâtiment se noircit, sa silhouette déchirée se découpant sur l'horizon. À l'aube, la corvette entra au port en se traînant, la superstructure fumante et les systèmes hors service. Les techniciens parleraient d'une longue récupération, des mois de travail acharné, des pièces de rechange rares sous sanction, des systèmes nécessitant un remplacement plutôt qu'une réparation. Stratégiquement, quelque chose de plus petit et de moins coûteux avait accompli ce que la logique conventionnelle jugeait impossible. Neutraliser un atout de 500 millions de dollars juste assez longtemps pour changer le rythme d'une campagne. Quelque part, 300 kilomètres plus loin, les opérateurs firent le point dans 3 petites salles et rangèrent leurs manettes. Il n'y eut pas de défilé, seulement le bourdonnement constant du calcul et la certitude que l'asymétrie possédait une efficacité à la fois laide et élégante. Les missiles destinés à la ville restèrent non tirés. Pour l'instant, le calcul avait changé. Aimer et partager pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.